Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et la question de ce soir, le bonheur est-il toujours dans le pré? C'est une vraie question selon l'étude de l'INSEE sur les territoires publiée le 30 avril 2021. 88% des communes et 33% de la population font partie de la France rurale. La France est donc le second pays le plus rural d'Europe. En tout cas, nombreux anciens citadins, après le confinement, y ont élu domicile. Pour eux, la proximité d'un bassin d'emploi, l'accès à des services de santé, la possibilité de profiter de structures sportives et culturelles sont essentielles. Mais c'est là que ça pêche. Une ruralité qui représente la France qu'on aime mais qu'on n'entend pas et qui est divisée en deux parties. La ruralité à proximité d'un pôle urbain et la ruralité éloignée de ces pôles urbains. Dans la première, la moitié des habitants a un niveau de vie inférieur à 23 220 € par an, tandis que dans la seconde, le niveau de vie médian est seulement de 20 040 €. Et ce soir, la ruralité forcément est à l'honneur sur Sud Radio. Vous savez comment on l'aime. Vous habitez en France rurale. Vous rêvez d'y vivre. 0826 300 300. Vous nous appelez au standard. Et avec nos invités. Jean-Marc Hainaut, directeur. On dit Hainaut ou Esnaut? On dit Esnaut. Esnaut, ce qui me semblait. Directeur général de The Land et président fondateur du fonds de dotation La Terre et les Hommes et du think tank Terre d'Avenir, auteur du livre, on peut le montrer. Absolument. Bienvenue dans la nouvelle ruralité, partons à la conquête de nos campagnes de nos campagnes publiées chez l'Harmattan. Et Eddy Puy-Jalon qui est avec nous, bonsoir. 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 Vous êtes président du mouvement de la ruralité, l'ancien mouvement, si je ne me trompe, de chasse, pêche, nature et tradition, c'est bien ça? On est d'accord. On est d'accord. Merci d'être avec nous. Et notre dernier invité par téléphone, Max Braille, le maire de Lastours, un petit village magnifique avec un château médiéval, pas très loin de Carcassonne. Bonsoir, Max Braille. Bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe. Ah là là, un accent qu'on aime, aime beaucoup. Jean-Marc Esnaut, quand on parle de ruralité, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Comme on dit chez Max Braille, Kézako. Ça veut dire plusieurs choses. Oui. On l'a déjà un tout petit peu mentionné à l'instant. La ruralité, ça recouvre différentes réalités. C'est-à-dire qu'on a une ruralité qu'on peut qualifier de ruralité périurbaine. Ce sont toutes ces communes qui se développent énormément, qui connaissent une croissance démographique aujourd'hui importante. On va les situer à 20, 30, 40 km d'une grande métropole en France. Et puis, il y a les territoires qui sont des territoires un peu plus reculés. Cela étant dit, sur ces territoires-là, qu'il s'agisse des territoires reculés ou des territoires périurbains, on a en effet une croissance démographique de part et d'autre. Donc la ruralité, ce sont, j'ai envie de le dire, des territoires aujourd'hui enviés où les habitants des métropoles ont bien souvent aujourd'hui le souhait de s'installer. Et vous l'avez mentionné aussi, ce qui les freine souvent, c'est l'absence de commerce et de services. Et depuis le confinement, ce qu'on appelle les néo-ruraux qui sont partis en région, est-ce que ça veut dire que cette espèce de transhumance aujourd'hui est restée ou ils sont revenus à cause de ces problèmes liés aux problèmes d'emploi, aux problèmes d'accession à des services sociaux par exemple? Alors, on a aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 60% des ménages composés d'un homme ou d'une femme de plus de 30 ans qui souhaitent aller s'installer dans les territoires ruraux. Maintenant, entre l'intention et la réalisation, il y a souvent en effet un gap. Et le frein essentiel, je l'ai dit, c'est la question des services et la question du commerce. Eddy Puy-Jalon, vous êtes président du mouvement de la ruralité. Il y a plusieurs ruralités, comme le dit l'INSEE. Alors c'est une évidence, oui, bien sûr. Il a très bien décrit la situation de ce qui est la première et deuxième couronne autour des métropoles et la France rurale, mais très profonde, qui, elle, alors là, se retrouve avec des situations beaucoup plus compliquées, avec une absence d'économie de personnes. Et donc la distance entre l'emploi et l'habitation fait que, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué pour les petites communes rurales très loin. Après, voilà, ce sont les deux grands critères, et puis on peut mettre la montagne et la mer, et là aussi il y a des différences. Voilà, il y a des différences économiques qui font qu'on ne peut pas vivre la ruralité de la même manière dans ces territoires. On avait l'impression qu'il y a quelques années encore, qu'il y avait vraiment une différence entre forcément ce qu'on appelait la province et les grandes villes. Aujourd'hui, les grandes villes se sont un peu réconciliées avec la province. On a tous envie d'y aller. Cependant, ce qui pêche aussi aujourd'hui avec le télétravail, c'est encore les zones blanches. C'est ça le souci.
En réalité, on parle de la téléphonie, aujourd'hui on nous parle de la fibre, mais il y a des endroits où il n'y a même pas la téléphonie. Oui. Et donc il faut bien percevoir qu'il y a des territoires où il y a une absence totale de communication, à la fois un manque de route, à la fois un manque de transport en commun, et de plus un déficit de communication. Donc c'est la raison pour laquelle les gens qui aujourd'hui quittent les grandes métropoles font d'abord des premières recherches sur la présence du réseau, que ce soit Internet ou que ce soit la fibre, pour pouvoir commencer à travailler, soit en télétravail, etc. C'est pas tout à fait le même cas que ceux qui partent, qui sont en retraite ou qui ont fait le choix de prendre du large avec la grande métropole et qui n'ont pas forcément besoin de tous ces avantages pour pouvoir travailler. Max Braille, vous qui êtes maire de l'Astours, c'est à combien, 20 km de Carcassonne à peu près? Oui, à peu près 20 km de Carcassonne. Oui. En allant vers la montagne Noire, Carcassonne, si je ne m'abuse, ça fait à peu près 50 000 habitants, donc c'est pas une grosse métropole régionale. La grosse métropole régionale, c'est Toulouse à plus de 100 km et Montpellier à plus de 100 km. Oui. Vous le vivez, ce gap, comme on dit, c'est pas très français, entre le niveau de vie médian qui est seulement à 20 040 € dans les zones plus éloignées comme l'Astours? Oui, on le vit parce que moi je suis maire depuis 33 ans, donc j'ai vu que du déclin, malheureusement, avec la perte des services, avec l'abandon de la part de l'État de ces communes, malgré tout ce que l'on dit. Et si on veut garder la poste, eh bien on bâtit une agence postale et puis c'est nous qui participons. Si on veut garder les médecins, on met des maisons médicales et on participe également. Si on veut garder les services, il faut toujours mettre la main au portefeuille. Et dans des situations telles que les nôtres, où le pouvoir d'achat est peut-être même plus bas que ce que vous avez dit en moyenne, c'est quelque chose qui devient difficile, parce qu'à force de taxer, quand on taxe la pauvreté, il ne reste plus grand-chose. Mais alors justement, dans un petit village, 162 habitants, c'est ça, l'Astours? Oui, 162 habitants. Oui. Avec la pandémie, alors vous êtes peut-être en zone blanche, vous allez nous le dire. Est-ce que vous avez vu des urbains qui se sont dit, l'Astours, il y a un beau château médiéval, c'est magnifique, je quitte Paris-Centre et je vais du côté de l'Astours ou dans les villages alentours? Alors, déjà, il y en a 4 de châteaux, donc vous voyez, c'est encore mieux. Donc, n'enlevez pas à cette commune la chance d'avoir ce patrimoine magnifique, mais qui nous coûte quand même un entretien, mais qui crée aussi une certaine économie. Et c'est aussi cette France rurale qui est un ballon d'oxygène après la période Covid que l'on vient de vivre, qui est là. Alors bien entendu que le Parisien qui va quitter Paris pour venir à l'Astours, il va être un peu dépaysé. Hein. Voilà. Bien entendu, nous avons la fibre. Heureusement. De ce côté-là, nous avons la fibre. Nous n'avons pas toute la téléphonie mobile. Nous avons un opérateur privilégié et nous sommes en train de travailler parce que nous protégeons aussi l'environnement historique que nous avons pour ne pas qu'on nous implante des pylônes un peu partout. Donc, il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment préparer et continuer à avancer. Eh ben, restez avec nous, on revient dans un instant avec nos invités, puisqu'on reviendra sur cette ruralité qu'il faut protéger, hein, bien entendu, parce qu'il y a forcément il y a des talents, il y a plein d'idées dont on va parler dans quelques instants. C'est quand même un bassin économique exceptionnel. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous voulez parler de votre expérience ou vous voulez même poser des questions à nos intervenants? Vous êtes les bienvenus avec les vraies voix responsables, Philippe David et moi, jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Beau enfant de la ruralité, le grand jour est bien là. Ah oui, c'est le grand jour de la ruralité ce soir dans les vraies voix sur Sud Radio. Notre ami le chanteur basque David Olaïtzola, qu'on a souvent eu avec ses chanteurs dans les vraies voix et sur Sud Radio d'ailleurs. Alors justement, pour parler de la ruralité, nous sommes en compagnie de Jean-Marc Esnault, pas d'erreur ce coup-là, directeur général de Zelen, président fondateur du fonds de dotation La Terre et les Hommes et du think tank Terre d'Avenir, auteur du livre Bienvenue dans la nouvelle ruralité, partons à la reconquête de nos campagnes, publié chez l'Harmattan, Eddy Puy-Jalon, président du mouvement de la ruralité, et Max Braille, maire de l'Astours, charmante bourgade de l'Aude de 162 habitants qui n'a pas non pas un mais quatre
château, ma chère Cécile. C'est bien de le rappeler. Je vais vous poser une question à chacun de vous. Je vais commencer par Jean-Marc Esnault. Si vous étiez forcément en campagne électorale, et bien sûr Eddy Pujalon en parlera avec le mouvement de la ruralité, quels sont finalement pour vous les 3 objectifs majeurs aujourd'hui pour en tout cas soutenir la ruralité? Ce que je veux dire va faire écho aux premières discussions qu'on a eues dans le cadre de cette émission, c'est-à-dire que on a aujourd'hui des territoires ruraux qui sont des territoires qui sont déliés et qu'il faut relier. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a sans doute à faire un gros effort en termes de digital. Et on a encore beaucoup de zones blanches dans les territoires ruraux. Absolument. Donc là, il y a une vraie action à mener en termes d'aménagement du territoire. Je pense aussi qu'il y a eu une erreur qui a été commise par le passé, c'est d'abandonner ces petites lignes ferroviaires. Certaines sont en train de se remettre en route, comme on dit. Je crois qu'il y a une quinzaine de jours, il y a eu la ligne Nîmes-Pont-Saint-Esprit, je crois, qui a été remise en fonctionnement. On met même les trains de nuit sur les grandes lignes en marche, comme Paris-Toulouse, par exemple. Ouais, mais je pense que ça relève de quelque chose qui est indispensable aujourd'hui, à la fois pour ceux qui sont ruraux et puis également pour les urbains, qui peuvent à un moment donné vouloir vivre à la campagne et poursuivre leur job dans les territoires métropolitains. Donc ça, je pense que ce sont peut-être 2 actions majeures à conduire aujourd'hui. Et puis je pense que de manière plus générale, on n'appréhende pas la politique d'aménagement du territoire comme il le faudrait aujourd'hui, dans le sens où on pense la vie dans les territoires ruraux et souvent on se réjouit de savoir qu'il y a un commerce à 10 km, une pharmacie à 15, un médecin à 20, tantôt au nord, tantôt au sud ou à l'est. Et je pense qu'il faudrait aujourd'hui penser à faire en sorte que les ruraux puissent habiter leur territoire. Donc habiter un territoire, ce n'est pas vivre dans un territoire. Ça veut dire qu'il faut créer les conditions pour que les populations se croisent sur les territoires ruraux. Donc il y a un minimum de commerce, de culture, d'événements, et que puisse se créer comme ça une culture identitaire qu'on retrouvait dans chacun de nos bourgs autrefois. Et parfois, ça pouvait même être conflictuel. On réglait ça le dimanche sur le terrain de foot. Hein. Absolument, voilà. Absolument. Eddy Pujalon, président du mouvement de la ruralité, je sais que pendant les législatives, vous aviez fait pas mal de propositions. Quelles sont pour vous celles qui sont aujourd'hui primordiales pour la ruralité? Je reprends un peu ce que vient de dire l'interlocuteur, c'est que pour nous, il faut arrêter la métropolisation, il faut passer au développement des villes moyennes pour mieux irriguer le territoire et rapprocher les bassins de vie du travail. Donc ça, c'est une obligation aujourd'hui. Évidemment, les transports, et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est obligé d'aller habiter à 20, 40, 60, voire même maintenant 100 km du travail et donc d'aller en milieu rural, ça fait de la thrombose sur les routes, ça bouche les trains. L'intelligence et le bon sens voudraient qu'aujourd'hui on puisse développer certains commerces et quelques industries de première et deuxième transformation dans les territoires ruraux. Nous, on avait de grandes idées là-dessus, notamment il est ridicule d'envoyer le bois en Chine, en Inde et ailleurs pour faire des meubles, etc. Il y en a plein de projets où on pourrait remettre du travail de proximité dans les territoires ruraux. En même temps, il faudrait modifier cette loi climat-résilience qui aujourd'hui fait qu'on a des départements entiers où on ne trouve plus une bâtisse à acheter parce que les néo-ruraux qui arrivent ont des moyens colossaux et que les jeunes n'ont plus accès à la propriété. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, ce sont des jeunes qui créent des nouvelles familles qui vont amener des enfants. Inversement, que disait un certain candidat à la présidentielle qui voulait donner 10 000 € à la naissance d'un enfant en milieu rural, on ne fait pas des enfants pour les envoyer ensuite en ville parce qu'il n'y a rien sur les territoires ruraux. Donc aujourd'hui, cette loi résilience climat devrait être une possibilité pour les maires, de manière intelligente, à avoir un peu de patrimoine pour pouvoir faire du construit, du bâti pour les jeunes, parce que du foncier. Oui. Aujourd'hui, on est sur des bâtisses en Dordogne, par exemple, ou dans le Pays Basque, où il n'y a plus d'accès à la propriété pour les jeunes. Voilà. Absolument. Donc il faut remettre maintenant un peu de bon sens, et je pense qu'on arriverait à avoir une vie sociale intéressante avec du travail. Mais évidemment, il faut les services publics, il faut des maternités, il faut des cliniques, il faut des docteurs. On a tout sacrifié. Et il faut aussi ne pas oublier qu'il faut un monde rural agricole. Et on sait la situation de l'agriculture aujourd'hui, l'élevage, alors qu'on pourrait remettre des circuits courts,
pour alimenter les EHPAD, les écoles. Il suffit simplement, là aussi, de mettre le bon curseur pour que les prix rémunérateurs, avec des produits intéressants, puissent que cette ruralité vive pleinement. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'exode. Max Braille, on a parlé des problèmes. Vous disiez il faut demander à Paris parce qu'on nous enlève les services publics. On a parlé de la territorialisation. Vous êtes maire d'une petite ville à côté de Carcassonne. Occitanie, c'est la fusion entre Midi-Pyrénées et l'ex-Midi-Pyrénées et l'ex-Languedoc-Roussillon. Comment ça se passe pour un petit maire comme vous? Faut qu'il aille faire l'aumône. Vous me passerez l'expression, c'est pas du tout injurieux. Non, c'est pas un petit maire, c'est un grand maire dans une petite pour commune. Un maire d'une petite... Ah oui, c'est un personnage, Max Braille. Merci Cécile. Vous devez aller... Le soutien de Cécile, ça n'a pas de prix. Ou alors vous devez aller à Toulouse ou à Montpellier ou à Carcassonne. Comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Il ne faut jamais rester anonyme pour essayer d'avancer. Ça veut dire qu'il faut être impliqué dans beaucoup de structures. Moi, comme je suis en retraite et que je suis un gourmand du travail, je me suis impliqué dans beaucoup de structures, communautés de communes, agences départementales du tourisme, l'association des maires de l'Aude, le projet UNESCO que nous portons pour le classement de cette citadelle du pays Qatar autour de la cité de Carcassonne. Donc c'est des implications. Ça veut dire qu'on n'est pas un maire qui fonctionnons avec des tas de structures, on est en contact direct. Moi j'ai la chance d'avoir une commune touristique, 162 habitants, 285 hectares, 9 employés. Donc, mais c'est pas les impôts qui les payent, hein, c'est le tourisme qui paye. Donc là aujourd'hui, où avec le Covid on vit des moments et la canicule, des moments compliqués, c'est assez tendu. Sachant que pendant le Covid, l'État, dans ses grandes largesses, a distribué à beaucoup de multinationales et que les collectivités, entre parenthèses, qui avons eu la gestion du personnel, nous n'avons rien eu comme accompagnement de la part de l'État, si ce n'est un accompagnement, heureusement et malgré tout, de notre département. Donc nous ne sommes pas gérés et nous ne sommes pas traités de la même façon. Donc il faut qu'on aille vraiment prendre son bâton de pèlerin et aller à la chasse aux subventions. Et là, il faut qu'on se fasse aider, bien entendu, parce que ça devient à tous les niveaux de plus en plus compliqué. Les dossiers sont de plus en plus difficiles à monter. Ils demandent de plus en plus de professionnalisme et de technicité. Et donc ça, aujourd'hui, ça désengage certains maires, parce que ça coûte cher on de n'a monter pas les des moyens dossiers. de le faire. Ça coûte cher de monter des dossiers. Ça coûte cher, oui. De toute façon, vous savez, quand on est là, aujourd'hui, dans des communes comme les nôtres, je parle de celle-là, cette année, on est à moins 5000 visiteurs à la fin août, à cause de la canicule. 5000 visiteurs, ça fait, bon an, mal an, 30 000 € de moins sur le budget. 30 000 € de moins sur le budget, eh ben, c'est des investissements en moins que nous ne ferons pas. Donc, c'est aussi du travail à des entreprises que nous ne donnerons pas. Et si à un moment donné, dans les plus hautes sphères de l'État, on ne comprend pas ça, et que ces communes rurales, qui sont quand même, et nous l'avons prouvé, dans les moments difficiles que nous avons vécus avec la pandémie, ça a été des ballons d'oxygène pour les gens. Dès qu'ils ont pu partir, où est-ce qu'ils sont allés? Ils ne sont pas allés s'enfermer dans un cœur de ville. Ils sont allés à la campagne. Et cette campagne, heureusement que nous l'avons. Ce monde rural, heureusement que nous l'avons. Heureusement que nous avons des élus qui sont magnifiques dans tout ce territoire. Parce que sinon, je ne sais pas ce que serait vraiment la France. Vraie remarque. Eh ben, restez avec nous. Ça mérite des applaudissements. Ça. Oui. Moi, je trouve que, tiens. comme un grand maire, comme vous. Allez. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant. On fait une petite pause. On a plein de questions à vous poser avec Philippe David. C'est dingue. Ça grouille de questions. Est-ce que ça grouille de sujets? La campagne. On aime tellement la campagne. Ça vous gagne. Oui, ça me gagne absolument. Mais je l'ai dit au début. Le bonheur est dans le pré. On vous le dit. On vous le dit et on le martèle. Allez, on reste ensemble jusqu'à 20h, c'est les VV 0826 300 300, à tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix responsables, c'est jusqu'à 20h avec bien sûr nous deux, Philippe David, et nos invités, bien entendu Jean-Marc Esnault, ce livre Bienvenue dans la nouvelle ruralité, partons à la reconquête de nos campagnes, parce que oui, effectivement, aux éditions de l'Harmattan, pour en parler, Eddy Pujalon, qui est président du mouvement de la ruralité, et Max Braille, le grand maire de l'Astour, qu'on aime beaucoup dans l'Aude. On se demande déjà pourquoi
l'Astours n'est pas préfecture de l'Aude au moins quand on entend Max Braille. Moi, je comprends pas. Moi, je dirais même, même préfecture de région. Mais je dirais la capitale de la France. Voilà ce que j'ai envie de dire. On va envoyer un courrier à qui de droit, on vous le dit. Et dit puis Jalon, justement, on parlait en antenne d'intercommunalité. Est-ce que le bon sens n'aurait pas été plus simple plutôt que d'imposer des associations entre communes, plutôt que on posera la question à Max Braille, mais plutôt de se dire qu'entre maires, on peut s'entendre certainement mieux que nous imposer effectivement cette intercommunalité. C'est peut-être l'un des seuls points où je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Je suis pour la France et des 36 700 communes, je dirais même des 37 000 communes si on pouvait, parce qu'une commune rurale, qu'elle ait 120, même 50 habitants, c'est de la proximité, c'est de la gestion qui coûte pas cher à l'État, mais Dieu sait que c'est efficace. Maintenant, j'ai l'impression, alors ça dépend aussi des départements, ça dépend aussi du réseau d'amitié qu'il peut y avoir entre les élus, mais de façon générale, j'ai connu la ruralité avec des maires parfois d'étiquettes différentes, de droite et de gauche, qui s'arrangeaient pour mutualiser sur du matériel. On n'était pas rentré dans un débat purement politique, et du coup, ça fonctionnait quand même assez bien, une entente cordiale entre les élus pour l'intérêt général. J'ai l'impression que toutes ces strates aujourd'hui, et j'ai participé à de nombreuses strates jusqu'au pays, aux créations de pays, avec des réunions sur réunions pour déboucher pas souvent à quelque chose de concret. Je dirais même que une plaie qui existe dans certains milieux, c'est la guerre à la puissance et au pouvoir. Et du coup, on a une surenchère des grands-mères de quelques communes phares des cantons et des pays qui se trustent la plupart des finances, des améliorations, et qui monopolisent un peu tout, voire parfois qui jouent un peu des subventions pour que certains maires ruraux s'alignent derrière tout le monde. Je trouve que c'est bien dommage. On devrait avoir un partage équitable du territoire pour l'intérêt général, et que tous les maires, j'ai vu ce malheureux maire hier qui est arrivé à la grève de la faim pour sauver sa classe. On a des situations assez compliquées en milieu rural aujourd'hui, et donc je suis pas satisfait de ce qui se fait en ce moment. Jean-Marc Esnault, quand on écoute Eddy Puy-Jalon, on a l'impression que c'est un peu les féodalités, avec le seigneur, c'est le maire du chef-lieu de canton ou de la sous-préfecture. C'est vrai ou c'est... Moi, je vais réagir à différents niveaux. Déjà, je pense que pour un maire de petite commune, c'est très compliqué parce que il est élu par ses administrés, pour ses idées, pour un programme, et puis parfois il est quelque part prisonnier de l'intercommunalité parce qu'il y a des décisions qui lui sont imposées, qui sont prises au niveau de l'intercommunalité, et il doit s'y soumettre. Donc ça, c'est un premier élément. C'est un peu nous avec l'Europe, hein, c'est ça. Voilà, il faut résumer les choses un peu comme ça. Voilà. Ensuite, l'intercommunalité, elle a été pensée pour créer des liens fonctionnels entre des territoires voisins dans une logique d'optimisation. Donc de ce point de vue-là, on peut trouver ça très vertueux. Maintenant, pour bien travailler ensemble, il faut avoir envie de travailler ensemble. Et je pense qu'il y a historiquement dans nos territoires ce qu'on appelle le pays, les pays. Et les pays, c'est une histoire commune, c'est un territoire commun, c'est un patrimoine commun. Et je pense qu'il y avait là sans doute au travers le pays, peut-être une échelle qui était sans doute une échelle plus spontanée de coopération entre les territoires communaux. Max Braille, vous avez la même analyse en tant que maire du Lviv. Je pense qu'on n'est pas encore allé assez loin avec Cécile, où il devrait y avoir même le siège de l'ONU maintenant à l'Astours. Vous voyez, on monte encore d'un cran. On réfléchit à autre chose pour vous. Hein. Moi, je vais être très crash. Je vais vous dire, à force de faire des structures, on a fait des millefeuilles et le pâtissier a oublié la crème. C'est joli, c'est poétique. Magnifique. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est exact ce qui vient d'être dit. On est parfois contraint et forcé. Et puis quand on est dans des structures, vous savez, moi je pars d'un principe, je suis très, très cartésien, je pars d'un principe, c'est que quand on a 0 et qu'on met 2 zéros à côté, ça fait jamais 1. Et quand on crée des communautés telles que la nôtre, je parlerai de la nôtre, qui est une petite communauté, et d'ailleurs c'est malheureux, mais c'est très péjoratif parce qu'on est obligé de le dire de cette façon-là, 6000 habitants, on a vendu notre misère. On a créé des éoliennes partout. On a déstructuré le paysage pour avoir des recettes que l'on passe aujourd'hui pour pallier aux carences de l'État. Vous allez faire plaisir à Eddy Puy-Jalon là avec. Et ce soir, vous voyez, pendant que je vous parle, mes collègues sont en communauté de communes, et pour soutenir le maintien à domicile des personnes âgées, pour soutenir le SIAS,
Nous avons commencé par devoir abonder il y a quelques années à hauteur de 15 € par habitant. Aujourd'hui, les nouvelles règles dictées par les structures de l'État, sans tenir compte de l'effet ruralité tel que nous le vivons, ce soir mes collègues doivent être en train de voter une augmentation de 100 000 €, c'est-à-dire pratiquement 17 € de plus par habitant, et on sait à ce jour que les nouvelles conditions qui sont normales d'augmenter des salaires pour des gens qui font un boulot merveilleux, ça il faut bien le dire, vont devoir être abondés une nouvelle fois d'au moins 15 € de plus. Ça veut dire que pour maintenir des gens à domicile, parce que derrière il y a un abandon complet, nous allons ponctionner sur les deniers de la communauté 45 € par habitant, ce qui veut dire 225 000 €. Ces 225 000 €, c'est autant d'investissements qui ne seront pas faits. Et là, on est obligé d'y aller, ou alors on abandonne le service qui est nécessaire pour les personnes qu'on veut garder à domicile dans nos campagnes. Et c'est tout ça que ne comprennent pas nos grands technocrates qui, dans des bulles de verre bien climatisées, ne voient pas la réalité du terrain telle que nous la vivons tous les jours en se retroussant les manches chaque matin et en se demandant quel mauvais coup nouveau il va nous arriver sur le coin de la figure. Il y a une chose qui s'appelle le bon sens, et c'est vrai qu'on a tendance à oublier. Et il y a une page que j'aime beaucoup, c'est la page 71 de votre livre, Jean-Marc Esnault, qui dit « Édouard Leclerc a flingué le petit commerce ». On parle souvent des centres-villes, le fait que tous ces centres-villes meurent, donc qui veut dire moins d'emplois, moins d'habitants, moins. Est-ce que ce serait pas peut-être l'une des premières choses à réinstaurer, à aider pour faire vivre justement ces centres-villes, et quelle que soit la taille de la commune? Le petit commerce, vous voulez dire? Oui, le petit commerce. Oui. Le centre-ville, de recréer un centre-ville avec des commerces. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que les populations puissent habiter leur territoire, et donc ça passe effectivement par sans doute des petits commerces. Maintenant, moi j'entends toutes les difficultés rencontrées par les maires des petites communes, mais j'ai envie moi d'avoir un discours un petit peu optimiste sur les territoires ruraux. Aujourd'hui, on a des enjeux majeurs face à nous autour de l'autonomie alimentaire. On parle de plans alimentaires territoriaux, de la loi Egalim dans la restauration collective. On parle aujourd'hui d'autonomie énergétique. Sur tous ces sujets-là, la ruralité peut apporter des réponses. Au travers l'énergie renouvelable, au travers effectivement des plans alimentaires territoriaux qui fait qu'on produit là où on consomme. Et sur de multitude de sujets, je pense que la ruralité est un territoire d'avenir, et c'est pour ça que je parle moi dans mon ouvrage de reconquête de ces territoires-là. Oui, et justement, Eddy Pujalon, est-ce que la ruralité n'est pas le poumon économique de la France ? C'est une évidence. On l'a découvert avec le Covid, mais j'avais dit qu'on l'oublierait très vite. Les nombreux commentateurs politiques disaient que ça y est, les Français se sont tous mis à consommer local, et la plupart sont revenus à des achats chez Édouard Leclerc, qu'on vient de citer, ou d'autres grandes surfaces, avec des produits qui arrivent de l'étranger. Voire chez Amazon. Voire chez Amazon aussi. Et c'est la raison pour laquelle on réfléchissait, nous, comment on pouvait développer des chaînes de magasins en circuit court avec les agris, les éleveurs, pour alimenter ces magasins avec une forme de règlement où il n'y aurait pas d'argent pour éviter ce que l'on sait aujourd'hui, la casse de ces choses-là, mais qui permettent de remettre du circuit court, une facilité pour les gens qui rendent du travail de trouver des produits, le pain, tout ce qu'ils ont besoin, recréer de la dynamique sur ces territoires, de la proximité, c'est parfaitement faisable. C'est parfaitement faisable. Je reprends ce qu'il dit. Oui, la ruralité aujourd'hui, c'est le poumon de la France. D'abord parce que au niveau de l'écologie, de la biodiversité, du captage carbone, si on a un grand plan de revégétalisation de nos territoires ruraux, on peut apporter des vraies réponses, et que derrière tout ça, il y a des emplois, parce qu'on peut remettre ces fameuses industries qui pourraient être de première et deuxième transformation. Donc il y a vraiment un poumon économique, environnemental et sociétal à mettre en place. Mais il faudrait 1 € investi dans la ruralité pour 1 € investi dans la ville, parce qu'on s'aperçoit quand même que tous les grands plans, banlieues, etc., ont pas souvent servi à grand-chose, et que la ruralité a toujours attendu son tour, alors qu'on a des gens qui ne se plaignent pas, qui ne brûlent pas, qui ne cassent pas, mais qui crèvent tous les jours un petit peu, ou qui se pendent dans l'oubli général de nos amis à Paris. Max Braille, 162 habitants, qu'est-ce qui reste comme commerce à Lastours ?
Alors, moi, j'ai la chance dans notre commune, et on a travaillé pour ça, de toute façon, d'avoir construit un projet de développement économique autour du patrimoine, de ces fameux 4 châteaux. Nous avons aujourd'hui un restaurant étoilé, une auberge qui est de la même cuisine que ce restaurant, une autre auberge familiale, une boulangerie, un autre petit commerce, et nous sommes en train de travailler à bâtir un commerce de multiservices proximité pour justement couper ce réseau. Et puis nous faisons aussi de la communication avec nos producteurs locaux qui viennent vous porter le carton de viande devant la porte prêt à mettre au congélateur pour faire du circuit court. Et comme l'a dit votre interlocuteur tout à l'heure, on ne tombe pas dans l'oubli ni dans l'abandon. On se retrousse les manches parce que c'est notre vie et qu'on va continuer à le faire. Moi je vais vous dire, à 70 ans, j'ai un punch de mecs qui arrivent dans la vie alors que j'en ai fait les 3/4, si ce n'est peut-être plus. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut aller au-devant des gens. Il faut leur montrer que les choses sont possibles. Parce qu'on s'est fait bouffer par la communication de ces grands de multinationales qui ne font rien pour notre intérêt si ce n'est rien que pour le leur. Et c'est à cause de tout ça qu'on est en train de mourir. Il faut arrêter. Moi j'éteins régulièrement les communications qui ne m'apportent rien. Parce qu'on instruit les gens mais on ne les rend pas intelligents. Et c'est ça qu'il faut qu'on explique aux gens. Il faut qu'on explique que même dans le monde rural, on a beaucoup d'intelligence. Et cette intelligence, il faut qu'on le prouve. Absolument. Il faut qu'on se déconnecte de ceux qui ne nous servent pas et il faut qu'on aille vers ceux qui peuvent nous rendre service. On nous culpabiliserait pratiquement parce qu'on va prendre notre voiture et notre vieille voiture pour aller faire des courses à Carcassonne, alors que pratiquement on pourrait avoir les choses qui reviennent vers la maison. On avait des épiciers ambulants, on les a supprimés. On avait des épiceries, on les a supprimés. Édouard Leclerc le premier ou tous les autres. Donc c'est tout ça qu'il faut casser. Alors bien entendu qu'il faut pas... Moi je ne suis pas défaitiste, au contraire, je suis un combatif. Et vous dire, j'aimerais les avoir en face, ces gens-là, pour expliquer ma façon de penser. Mais vous savez ce qu'on va faire, Max Braille? On va organiser une petite masterclass pour le gouvernement. Et puis vous allez le présenter. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, ça n'est pas fini. Puisqu'on est ensemble jusqu'à 20h. On a encore tellement de choses à dire parce que c'est tellement beau, la campagne. Et on en parle avec nos invités dans un instant. À tout de suite. Si vous êtes comme nous, vous avez envie de vous promener nu, de vous rouler dans l'herbe, d'aller manger des... quoi je le vends bien, je trouve. Oui, très bien. Est-ce que je le vends pas bien, franchement? Franchement, dites-moi l'inverse. C'est pas le moment de se rouler dans l'herbe, Cécile, c'est très sec. C'est très sec, voilà, ça va tout surtout dans le plus simple appareil, alors. Moi qui voulais faire du buzz, je vais me rhabiller. Allez, Jean-Marc Esnault est avec nous, directeur général. Ça pourrait mettre le feu à la paille. Oui. Je vous remercie, ça me touche beaucoup. Directeur général de The Land et Solivre, bienvenue dans la nouvelle ruralité. Partons à la reconquête de nos campagnes, de l'Harmattan. Et puis, Eddy Pujalon est avec nous, président du mouvement de la ruralité. Et Max Braille, maire de l'Astour, mais pas que, parce que bien sûr, c'est bien sûr le maire des États-Unis, on vous l'a dit. À chaque fois, il monte d'un cran. Et on voulait revenir sur un sujet important. L'aménagement du territoire. On n'en parle plus depuis des années, Jean-Marc Esnault. Alors on n'en parle plus depuis des années. Là, on vient d'entendre effectivement le vécu d'un maire d'une petite commune et on comprend bien toutes les difficultés qu'il rencontre au quotidien. C'est sans doute le résultat de l'absence de véritable politique d'aménagement du territoire très structurante depuis maintenant quelques décennies. La dernière grande politique d'aménagement des territoires, c'est celle du général de Gaulle. C'est la métropolisation qu'on a pointée du doigt ce soir, mais la métropolisation au départ était bercée de bonnes intentions, puisqu'en fait, c'était l'idée que les activités, les hommes étaient particulièrement concentrés sur Paris et en Île-de-France, et l'idée a été de décongestionner Paris en créant 10-15 grands ensembles urbains, avec l'espoir que ça ruisselle vers les territoires ruraux. Les 10 ou 15 villes ont effectivement ont connu un vrai développement. Maintenant, le ruissellement, on ne l'a pas vu venir. Donc, il y a depuis lors, moi, ce que j'appelle une politique quasiment de la mesure, du saupoudrage, et ça se traduit aussi par rapport au regard des gouvernements aujourd'hui qui peuvent être mis en place. On parle de cohésion des territoires. Là où autrefois on parlait d'aménagement du territoire, la cohésion c'est de l'intention, l'aménagement du territoire, on est déjà plus dans l'action. Dans l'opérationnel. Dans l'opérationnel. Et le dernier grand ministère d'aménagement du territoire, c'est le ministère de Pierre Méhaignerie, dans lequel il y avait également les transports et l'équipement. Donc là on pouvait véritablement parler aménagement du territoire.
L'aberration aujourd'hui, c'est quand même qu'on a 80% du territoire qui n'est occupé que par 20% de la population. C'est vrai. Et voilà, on n'a sans doute pas... Et en Ile-de-France, je crois que c'est 2% du territoire par 20% de la population. Exactement. Et on ne regarde sans doute pas les choses avec une hauteur de vue suffisante sur l'écosystème Terre. Lorsqu'on concentre des êtres vivants, en l'occurrence des hommes, sur des territoires métropolitains, on arrive à des déséquilibres. Ce qui vaut pour le règne animal et végétal s'applique aussi aux hommes. Et la métropolisation, ça a conduit à quoi? À l'urbanisation, ça a conduit à ce qu'on crée de l'artificialisation des sols. Et tout cela a des impacts environnementaux aujourd'hui qu'on mesure de manière un peu prégnante. Il nous reste un petit peu plus de 2 minutes. Eddy Puy-Jalon, ça a disparu, l'aménagement du territoire, malheureusement pour la ruralité. Ben oui, mais toutes les strates qui ont été faites aujourd'hui par les décisions politiques et parisiennes ont fait qu'on la voit avec les régions. On a fait des méga-régions, on a écarté les décisions. Et je vois la Nouvelle-Aquitaine où je suis aujourd'hui, où j'ai été conseiller régional, c'est de la folie pure. Et du coup, on a des départements extrêmement ruraux. La Creuse, tout ce qui est très très loin de Bordeaux, se retrouve avec des politiques qui sont totalement éloignées de ce qu'elle a besoin. Et donc aujourd'hui, on a fait tout le contraire. Et pour un coût qui est supplémentaire, parce qu'à l'origine, on nous vendait la création des grandes régions pour économiser de l'argent. Foutaise. On a dépensé plus, on a encore plus de fonctionnaires, plus de coûts, et pour une décision qui n'est aujourd'hui pas vécue par les gens des territoires comme une décision lointaine et jacobine. Donc on est né très loin. Alors le président de la région, chez nous, c'est la DRATAR, c'est-à-dire des vieilles structures pour aménager le territoire, mais on est en retard. On est en retard sur tout. Donc je rejoins Monsieur le maire. Retard, ça rime. Oui, voilà, ça va très bien. Max Braille, allez, en 45 secondes, le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin, on ne va pas baisser les bras, on va continuer à se battre pour ces beaux paysages. Oui. Et puis moi, je vous réitère mon invitation à venir faire une émission à l'Astour, vous serez toujours les bienvenus. Et puis j'espère que Sud Radio et puis tous les intervenants qui veulent venir, venez, on a besoin de vous parce que on vit du tourisme, mais on ne vit pas que de ça, on a aussi des éoliennes alors. Et donc on va partager. Alors, il nous reste un peu plus d'une minute finalement. Je vais vous faire une confidence, ma chère Cécile. Il nous a fait une invitation, une invitation. Je peux vous assurer que Frédéric Jouve, c'est notre directeur général, notre directeur d'antenne. Avec Cécile, on est prêt à aller à l'Astours. Absolument. Donc, je vais y réfléchir grandement. Et surtout, alors vous buvez pas, mais alors du côté de chez Max Braille, il y a un breuvage qui s'appelle le Cabardès en rouge qui est absolument excellent. Vous pourrez nous mettre une bouteille de côté. Il ne pense qu'à boire et qu'à bouffer. Non, mais il a raison. Et puis nous, on a encore la Carthagène aussi, qui est un breuvage que l'on fait le jour des vendanges, qu'on laisse vieillir un petit peu parce que c'est du soleil et de l'amour de la terre qui est en bouteille. Mais ne le relancez pas, c'est pas possible. J'espère qu'il n'y a pas de chasseurs alors. Mais si, les chasseurs, on a des bons bouts de sanglier, des bons pâtés de sanglier, de chevreuil. Vous faites pas de soucis, la bonne vie, la bonne chair, et des jolies filles, tout pour que ça avance. Et des barbecues, voilà. Merci beaucoup Max Braille d'avoir été avec nous, maire de l'Astour dans l'Aude. On a adoré cette émission. Merci beaucoup Jean-Marc Esnault. Merci pour ce livre. Bienvenue dans la bienvenue dans la nouvelle ruralité, à la reconquête de nos campagnes, publié chez l'Harmattan. Absolument. Et puis Eddy Puy-Jalon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, président du mouvement de la ruralité. On réinvitera bien entendu et on sera content peut-être si vous venez, si on part en déplacement chez notre ami Max Braille, peut-être qu'on aura le plaisir de vous accueillir. D'aller aussi en Bretagne chez notre ami et d'aller en Nouvelle-Aquitaine chez Eddy Puy-Jalon. On est partant, ma chère Cécile. Ouais, absolument, on est ravis. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci, on vous retrouve dans quelques instants. C'est le Loft, musique. Avec Yvon Fujous. Absolument, demain matin, Benjamin Glaise et Patrick Roger pour le grand matin. On vous retrouve demain soir plutôt à 17h. Et tout de suite, Stéphane Moller, conseil de famille.